Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure du décryptage. Le 18 avril dernier, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections CODEL dévoilait à l'occasion des 100 jours de Roch Marc Kaboré au pouvoir une cote de confiance de 50% quant à la tenue des engagements formulés par le nouveau président burkinabé. Ce chiffre a été obtenu grâce à un présimètre, un instrument de suivi des promesses électorales qui décidément a le vent en poupe sur le continent. L'initiative serait partie du Nigeria avec le boirimètre, puis elle a gagné le Sénégal avec le maquimètre, ensuite le Burkina Faso avec le rochmètre et plus récemment le Bénin avec le talonmètre. La présimétrie en Afrique, simple effet de mode ou véritable outil de contrôle de l'action publique, c'est le thème de ce nouveau numéro de décryptage. Pour en parler, pour aller plus loin, pour aller plus en détail et en profondeur, nous recevons un acteur important de la société civile togolaise. André Kenny Afanou est directeur du CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Merci à vous, cher André Kenny Afanou, d'avoir accepté notre invitation et de participer pour la première fois à Décryptage. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez plutôt de partager avec nos compatriotes et puis toutes les personnes qui suivent votre chaîne, effectivement, ma conception du contrôle citoyen de l'action publique et aussi l'initiative qui est la nôtre au Togo. D'accord. Boirimètre, maquimètre, rochmètre, talonmètre, peut-être formètre. À quoi répond cette profusion d'outils de mesure de l'action publique? C'est quoi l'objectif de tout ça? Non, l'objectif essentiel, c'est d'abord de montrer que les citoyens dans les différents pays sont conscients du droit qu'ils ont. Vous savez, au thème de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 21 notamment, les citoyens ont le droit de participer à la gestion de la cité, soit en se portant directement candidat, soit en élisant quelqu'un. Et donc le corollaire, lorsque vous portez votre confiance sur quelqu'un, c'est que le minimum que vous demandez à la personne, c'est que, excusez-moi, le minimum que vous demandez donc à la personne sur qui votre choix a porté, c'est que la personne puisse mettre en œuvre l'action qu'il a proposée avant que vous ne puissiez l'élire. Et donc je pense que si ces initiatives-là n'existaient pas avant, c'est plutôt une bonne chose, effectivement, de constater que dans nos pays africains aujourd'hui, cette initiative-là, elle est prise et qu'elle avance. D'ailleurs, je voudrais souligner que dans le monde, moi j'avais la chance déjà en 2012, lorsque le président Obama devait être élu, d'aller, grâce à un appui de l'ambassade des États-Unis ici aux États-Unis, je peux vous dire que déjà à l'époque, il y avait, par les citoyens américains, des sites internet qui étaient développés justement pour suivre les actions du président Obama. En France, le e-government, l'électronic government et tout. En France, il y a un site assez important qui s'appelle louisprésident.fr, dont la mission essentielle consiste effectivement à s'assurer que les engagements du président Hollande sont mis en œuvre. Alors, André Kenny Afanou, nous sommes peut-être à la veille d'une révolution de la participation citoyenne en Afrique. Ah oui, forcément. Et si on sait d'ailleurs que dans la plupart des pays africains, l'histoire révèle que jusque dans les années 90, il y avait des régimes dictatoriaux qui ne permettaient pas aux citoyens justement de se prononcer sur la gestion de la res publique à la chose publique. Il faut savoir que lorsqu'un chef d'État est en poste, il est là en réalité pour gérer à notre place l'ensemble de notre bien. Et donc, que ce chef d'État se transforme plutôt en super président ou en papa bonheur qui effectivement aurait le droit de vie ou de mort, ou aurait le droit de faire ou non le bonheur des citoyens, cette époque, elle est révolue. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part des citoyens du fait qu'en réalité, le vrai pouvoir est dans leurs mains. Et d'ailleurs, on a la chance, avec le développement des réseaux sociaux, le développement de l'Internet, de développer de nouveaux outils. Et donc, effectivement, tous les outils que vous avez... Nous irons en détail par rapport à l'opération concrète de... C'est ça. Donc, retenons simplement que c'est un peu le pouvoir qui est en train de revenir à ses premiers détenteurs, à savoir les citoyens, avec ces initiatives. Donc, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie en Afrique. C'est que les citoyens cessent d'être du bétail électoral pour devenir des vigies actifs qui veillent à la tenue, au respect de la parole donnée. Ah oui, c'est même une très bonne nouvelle. Figurez-vous que lorsque quelqu'un est à un poste de décision, ou lorsque quelqu'un est élu à un poste, l'un des principes fondamentaux auxquels il doit respect, c'est le principe de redevabilité. C'est-à-dire qu'on vous a confié quelque chose et vous devez rendre compte à la personne qui vous a confié la chose. Et le problème dans les périodes d'avant, c'est qu'on attendait par exemple
que lorsque le mandat présidentiel est de 5 ans, que la personne vient, il fait des promesses et à l'issue de son mandat, il arrive, des fois, il n'a pas réalisé les promesses qu'il a faites, mais il n'y a pas une conscience citoyenne qui ait documenté la réalisation ou non des engagements. Et donc, évidemment, vous voyez un peu les chefs d'État en fonction, avec tous les moyens dont ils disposent, ils vont alors réaliser des vidéos. Quand vous prenez une ville comme Lomé, par exemple, au lieu de vous présenter Hanoukope, au lieu de vous présenter Bé, au lieu de vous présenter les jeunes du campus qui n'arrivent pas à manger, on va vous présenter l'hôtel 2 février, on va vous présenter la cité OUA. Et donc, c'est effectivement une image qui n'est pas fausse. Nous reviendrons à ça. Il y a un risque de distorsion également de l'action gouvernementale par la publicité ou la communication, en vrai. Mais je voudrais vous entendre sur une phrase célèbre, une phrase qui est restée très célèbre, c'est celle qui consiste à dire que les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Donc, c'est-à-dire que clairement, avec la présimétrie, c'est-à-dire que cette phrase est caduque en Afrique. En tout cas, dans les pays où ces instruments existent. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Internet et lorsqu'on parle des réseaux sociaux, on parle de révolution numérique. Donc, cette révolution n'a pas eu des impacts seulement sur notre façon de communiquer les uns avec les autres. Ça a eu aussi des impacts sur la gestion de la chose publique, sur la transparence même en matière de gouvernance. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État savent qu'ils doivent faire attention lorsqu'ils prennent des engagements parce que les citoyens sont prêts à les surveiller. Beaucoup de chefs d'État savent que même en posant un certain nombre d'actes, que ce soit dans leur vie privée ou même en s'adressant aux citoyens, ils doivent faire attention parce que les citoyens peuvent, à travers les réseaux sociaux, rapidement diffuser les informations et les engagements qu'ils ont pris. Donc moi, j'estime que c'est effectivement une très bonne nouvelle pour la démocratie de façon générale, mais aussi et surtout pour les États africains qui peinent à voir des chefs d'État tenir véritablement leurs engagements. Dans le concret, qui mesure quoi et comment? Comment est-ce que cette alchimie-là, la science de la présimétrie se fait en concret? Alors, dans le concret, moi, je ne suis pas spécialiste de la présimétrie, mais j'ai la chance, effectivement, dans le cadre de mon travail, d'avoir rencontré déjà en France les journalistes du journal français Le Monde qui ont initié, qui ont pris l'initiative, lui-président.fr. J'avais une mission à Paris, donc j'ai eu une séance de travail avec eux pour bien comprendre, effectivement, qu'est-ce qui les a motivés à mettre en place cet outil-là. C'est par exemple des journalistes, des étudiants de l'école de journalisme de Lille qui ont pris cette initiative-là et donc, en partenariat avec le journal français Le Monde, ils ont estimé que le président Hollande avait pris des engagements qui devaient être évalués. J'ai eu la chance aussi, à la faveur d'une autre mission au Burkina Faso, d'avoir des entretiens avec les collègues du Burkina Faso qui ont pris l'initiative effectivement d'évaluer l'action du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, de façon simple, que ce soit en groupe organisé ou pas, les citoyens se disent, voilà quelqu'un qui, avant d'être élu, dans différents domaines, a dit « je vais changer votre vie ». Et donc, le minimum que les citoyens espèrent, c'est que leur vie change effectivement. Ou que, lorsque le président prendrait une route qui ne serait pas de nature à changer cette vie-là, que les citoyens puissent sonner l'alerte. Donc, par rapport aux expériences que j'ai eu la chance de côtoyer, c'est vraiment des citoyens libres. Et c'est vrai, il y a des initiatives en France, au Burkina, au Nigeria, au Sénégal, mais ça ne veut pas dire que c'est des initiatives qui excluent d'autres initiatives. Donc, c'est vraiment les citoyens qui veulent démontrer à leur chef d'État, nous sommes en train de suivre exactement. Nous avons les projecteurs sur vous. Si vous faites bien, nous allons les mettre en exergue. Mais si vous faites mal, sachez que les citoyens sont là. Donc, au Togo, par exemple, si vous permettez, nous avons essayé d'organiser, d'abord, de bien comprendre le programme d'action du chef de l'État lorsqu'il s'est fait élire. Nous avons établi une première comparaison avec le programme annoncé par le Premier ministre pour voir un peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et nous avons une équipe de volontaires qui vont vers des personnes ressources et nous sommes en train, par exemple, d'avoir des entretiens avec différents départements ministériels. La bonne nouvelle, c'est que même le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir il y a une dizaine de jours. Et nous sommes contents que le Premier ministre ait accueilli favorablement cette initiative. Vous savez que le gouvernement togolais, par exemple, au plus haut niveau, semble être conscient du droit qu'ont les citoyens d'évaluer son action. Le Premier ministre est allé jusqu'à dire qu'il serait prêt pour l'année prochaine à mettre sur pied une commission interministérielle. Donc, je pense que la bonne nouvelle pour nos compatriotes, c'est que lorsque, en 2020, s'annoncera une élection présidentielle, la base pour le choix du futur dirigeant ne sera plus une base en l'air. Ce sera sur des chiffres concrets, notamment qu'est-ce que, au sein des engagements qu'il avait pris, le chef de l'État a pu réaliser comme taux.
Voilà, mais quels sont les critères hein, et comment est-ce que s'évalue une promesse, par exemple? On sait, par exemple, que ça se passe majoritairement par des sondages, par des enquêtes un peu d'opinion qui recouvrent un échantillon assez restreint, hein, qu'on se le dise. C'est soit les gens qui connaissent les nouveaux outils, les nouveaux médias, Internet, les téléphones, smartphones, qui peuvent réagir. Donc, est-ce que vous ne craignez pas que ça pose des questions de transparence là-bas? Non, il faut distinguer. Les nouveaux médias, les téléphones, les smartphones ne sont qu'un outil. Ou je dirais, ne sont qu'un moyen. Au Burkina, pour les 100 jours, c'est une enquête qui a été réalisée sur la plateforme, le site Internet. J'ai bien compris. Ce que je voulais dire, c'est que le site Internet, le smartphone, n'est qu'un outil, mais en amont, il y a eu des logiciels qui ont été développés. Et donc, toute la science a consisté à mettre sur pied des questionnaires qui, objectivement, peuvent permettre justement de déterminer le degré d'atteinte des engagements. Si vous permettez, je voudrais aller sur un domaine qui est utilisé depuis un certain nombre d'années, de par le travail que je fais, je suis au courant. C'est que dans le domaine des droits de l'homme, par exemple, un comité comme le comité des droits de l'homme de l'ONU fait des observations et des recommandations aux États. Et donc, 2 ans après, par exemple, lorsque le Togo est passé devant le comité des droits de l'homme de l'ONU en 2011, 2 ans après, le Togo devait faire un rapport à mi-parcours. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un degré où, par exemple, lorsque vous avez la note A, ça veut dire que tous les engagements que vous avez pris, vous les avez respectés. Lorsque vous avez la note B1, ça veut dire que les engagements sont respectés pour la plupart, mais il y a 2 ou 3 mesures qui restent. Lorsque vous avez B2, ça veut dire que vous avez commencé par prendre 2 ou 3 petites mesures, mais l'essentiel des engagements n'est pas respecté. Et enfin, lorsque vous avez la note C, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Donc, c'est un peu le même mécanisme qui est développé en amont dans les différents pays. Quel que soit l'outil qui est utilisé, qu'il s'agisse du smartphone, qu'il s'agisse du site Internet, ou qu'il s'agisse même des sondages où on va vers les gens pour les interroger. Mais quelle serait la meilleure méthode? Non, je ne pense pas. Qui serait plus inclusif. Par exemple, on sait qu'avec les smartphones, ce n'est pas tout le monde qui a accès au smartphone et tous ceux qui ont accès au smartphone n'ont pas nécessairement accès à Internet ou à la connexion 3G en permanence pour répondre à ces questions. Non, je pense qu'aujourd'hui... Cette dépendance-là, un peu vis-à-vis de cette technologie-là, ne limite pas un peu le champ de ces outils-là? Non, je pense qu'aujourd'hui, en 2016, cette question ne se pose plus vraiment. Parce que même dans les milieux reculés, beaucoup de gens ont accès au téléphone déjà. C'est vrai qu'il y a un taux de pénétration très important des téléphones portables dans les zones rurales en Afrique. Mais est-ce que l'utilisation quantitative, c'est une utilisation quantitative, mais est-ce qu'elle est qualitative? Non, j'ai bien compris et j'allais vous répondre. Je disais qu'aujourd'hui, la question de l'accès des populations rurales au téléphone ne se pose plus vraiment. Moi, je circulais ce matin vers Bekbota. Il y a une boutique qui vend des téléphones portables à 3200 francs, s'il vous plaît. Et ça m'a étonné par rapport à il y a 15 ans. Bekbota, c'est un quartier de Lomé, pour ceux qui ne connaissent pas. Non, ce que je veux démontrer, c'est qu'à 3200 francs CFA, donc environ moins de 10 euros, moins de 5 euros, a priori, beaucoup peuvent avoir un téléphone portable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des techniciens qui peuvent développer des outils où le sondage aujourd'hui, il suffit d'envoyer, tout le monde reçoit sur ce téléphone portable des alertes, par exemple, de EcoBank, des alertes de Togocel. Donc, en amont, ceux qui veulent faire le sondage peuvent développer des outils qui peuvent permettre à ceux qui n'ont que le téléphone portable de répondre par des questions par oui ou par non. 1. 2. Lorsque, à supposer que les gens n'ont pas accès à Internet, que les gens n'ont pas accès au smartphone ou au téléphone, eh bien, c'est très simple. Ceux qui peuvent maîtriser le téléphone vont aller vers les populations pour réaliser les sondages. De façon générale, lorsqu'un sondage est effectué, les instituts de sondage font tout pour tenir compte d'une panoplie, d'un échantillon assez représentatif. Est-ce que l'échantillon, dans ces cas, est assez représentatif de la majorité de la population? Quand on sait que, bon, voilà, c'est souvent ceux qui ont les smartphones, ce sont des gens qui vivent dans les milieux urbanisés et que, bon, voilà, est-ce que dans ces milieux reculés-là, on a forcément les bons outils pour mesurer l'action du gouvernement, par exemple? Non, alors, moi, je voudrais pas répondre de façon générale. Parce que je ne suis pas comptable de la méthodologie, par exemple, que les Sénégalais, les Burkinabés, les Français. Je ne suis pas comptable de leur méthodologie. Mais ce que je peux vous parlez de ce que vous savez. Voilà. Ce que je peux dire par rapport à l'initiative que nous, on a prise au Togo, qui s'appelle l'initiative Baromètre pour le contrôle citoyen de l'action publique. C'est qui tranche avec les autres initiatives dans les autres pays qui sont très personnalisées. Quand on dit talon maître, ça veut dire que quand le président va changer, il faudra changer de... Nous, au Togo, déjà, on n'a pas jugé utile
de parler de foromètre en donnant justement le nom du président de la République. Ce qui est très judicieux. Parce que nous estimons que tôt ou tard, le président actuel quittera le pouvoir et notre initiative doit demeurer telle qu'elle. Et donc, je disais que ce que nous on a adopté comme démarche consiste d'abord à nous assurer que lorsqu'on prend par exemple le domaine de l'économie, lorsqu'on prend le domaine de la diplomatie, les gens qui évaluent l'action du chef de l'État ou du gouvernement, si vous voulez, sont des gens qui maîtrisent le domaine. Donc, vous n'allez pas, par exemple, demander à mon oncle qui est paysan au village de se prononcer sur la diplomatie économique mise en œuvre par le ministre Doucet. Ce n'est pas possible. Et donc, nous avons organisé des groupes de travail. Le ministre Doucet, c'est le ministre des Affaires étrangères au Togo. Du Togo, merci beaucoup. Donc, nous avons organisé des groupes de travail avec un certain nombre de bénévoles qui ne sont pas payés. Et ça montre déjà que les citoyens veulent exercer un pouvoir, celui de montrer au chef d'État qu'ils sont en train de suivre son action. Et donc, chacun, en fonction de la spécialité, en fonction du domaine dont il a la maîtrise en termes de background, va vers les différents ministères. Et nous demandons au chef de l'État, aux différents ministres, qu'est-ce que vous avez pu faire par rapport aux engagements que le chef de l'État a pris. Et la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre de ministères que nous avons sollicités nous ont reçus. Mais le même exercice, nous le faisons vers... Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de rencontrer personnellement le leader de l'opposition togolaise, avec qui j'ai partagé un peu ce projet-là, qu'il a accueilli aussi avec beaucoup de satisfaction, en montrant que lui aussi et ses lieutenants, dans une perspective de critique, peuvent justement nous aider à évaluer là où l'action ne marche pas. Et donc, au final, et pour répondre à votre question, notre méthodologie à nous, pour le moment, ne nous a pas permis d'avoir les ressources pour avoir un site internet, mais nous avons des équipes qui vont dans les ministères, nous avons des équipes qui font des recherches, et nous avons des équipes avec une collaboration avec des professeurs d'université, dont des étudiants aussi qui font cette évaluation-là. Notre rapport va sortir bientôt, et chacun jugera un peu de la pertinence et de l'objectivité avec lequel nous aurons fait le travail. Donc, c'est-à-dire que vous allez fournir des pourcentages de satisfaction, comme au Burkina, par exemple, où une cote de confiance a été dégagée? Forcément, forcément. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas objectivement dire que le chef de l'État actuel, depuis qu'il est arrivé, n'a rien fait. Ça n'a pas de sens. Il a commencé par faire des choses. Au minimum, avec la fête de l'indépendance, il y a eu le Radisson Blu qui a été inauguré, c'est une très bonne chose. Il y a eu le nouvel aérogare inauguré, c'est une très bonne chose. Mais il y a un certain nombre de domaines dans lesquels nous n'avons pas senti le chef de l'État. Donc, c'est-à-dire que vous ne consulterez pas l'opinion publique sur des domaines de spécialistes, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des questions pour lesquelles vous vous adresserez nécessairement à des spécialistes qui ont une connaissance assez fine de ces questions-là. Et pour certaines actions qui sont, par exemple, symboliques, un engagement pris sur une réforme emblématique, par exemple, ça peut se tester dans l'opinion publique. C'est ça, je crois que vous avez tout compris. Donc, il s'agira d'abord de continuer la méthodologie qui est la nôtre aujourd'hui, d'avoir des personnes ressources avec lesquelles nous allons vers les autorités gouvernementales, parce que, voyez-vous, ce n'est pas non plus judicieux d'évaluer l'action de quelqu'un sans approcher la personne. Des fois, vous n'avez pas certaines informations sur des initiatives qui sont prises. Donc, on va aller vers ces personnes-là. Mais il y a aussi une approche qui consisterait effectivement à aller vers les citoyens pour voir leur degré de satisfaction. Autrement, vous risquez de faire une évaluation dans laquelle les citoyens ne vont pas se retrouver, ce qui décrédibiliserait votre initiative. Au Burkina, par exemple, le 18 avril dernier, ils ont révélé que 50% des Burkinabés faisaient confiance à Marc Kaboré, ce qui ferait pâlir d'envie un président comme le président français qui a 13% de cote de confiance. Mais on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'indécis, de gens qui ne s'étaient pas prononcés, estimant n'avoir pas les éléments d'appréciation pour juger de la mise en œuvre effective des mesures que le président a promis, par exemple. Qu'est-ce que cela vous inspire, par exemple? Non, qu'est-ce que cela m'inspire? Je pense que 100 jours après l'arrivée au pouvoir d'un chef d'État, c'est prématuré. Voilà. Il y a une question de périodicité. Oui, voilà, ils ont promis qu'ils le feraient à intervalles réguliers de 100 jours, voilà, jusqu'à la fin du quinquennat. Oui, c'est une façon de marquer un peu au taquet, marquer à la culotte le président. Et quand on connaît l'histoire politique du Burkina Faso, ce n'est que normal. Vous savez, normalement, dans beaucoup de pays africains, ce genre d'initiative-là doit être encouragé et doit être régulière. Et donc, je pense que, encore une fois, pour le Burkina, ils sont passés par des épreuves difficiles. Ils ont la chance d'en être sortis. Vous allez au Burkina aujourd'hui, vous allez voir une société civile assez forte, des médias vivaces. Vous allez voir même au sein de différentes institutions, des gens qui sont conscients qu'ils sont passés par une étape
et que le Burkina d'aujourd'hui doit être définitivement éloigné de tout ce qu'il y a eu comme culte de la personnalité par le passé. Alors, pour gagner par exemple des points de confiance, quand on prend le cas burkinabé, quand on dit les indécis, plus de 50% estiment qu'ils n'avaient pas les éléments d'appréciation ou que le gouvernement aurait mal communiqué sur ces mesures, est-ce qu'on ne risque pas par exemple de pousser les gouvernants à investir massivement dans la communication plutôt que dans l'action, c'est-à-dire à la théâtralisation d'une certaine manière de la vie publique par exemple? Non, je ne pense pas. Vous savez, l'action gouvernementale, elle est globale. Et ceux qui prennent le pari d'évaluer cette action-là doivent s'assurer qu'en amont, eux aussi, ils ne vont pas, et d'ailleurs un de mes collègues de la diaspora m'a averti contre ce fait lorsque je lui ai parlé de l'initiative Baromètre, il m'a dit, André, faites attention, parce que vous risquez à un moment donné de donner l'impression que vous êtes en train de faire la promotion de l'action gouvernementale. Donc c'est un avertissement qui est légitime. Si en amont, vous ne prenez pas toutes les précautions pour effectivement faire une évaluation objective, et surtout, si vous ne pouvez pas dépasser tout ce qui est théâtre et communication. Et donc moi, je pense que il appartient à ceux qui font l'évaluation. Évidemment, un gouvernement doit communiquer. Le président de la République togolaise, par exemple, on lui reproche de ne pas beaucoup communiquer. Et je peux vous assurer que lorsque nous étions avec le Premier ministre... Ce qui paraît, le silence aurait ses vertus. Non, c'est... Dans la gouvernance moderne, le silence n'a pas de vertu particulière à vos yeux? C'est même, à mon avis, une faute pour un chef d'État de ne pas communiquer. Ça peut sembler être de la désinvolture ou un manque de considération pour son peuple. Parce qu'il y a des événements de l'actualité. Le risque, c'est qu'en investissant massivement dans la communication, par exemple, l'opinion risque de lâcher la proie pour l'ombre un peu. Il ne s'agit pas d'investir massivement dans la communication, justement. Il s'agit d'avoir la juste mesure pour chaque action que l'on mène. Dans notre pays, par exemple, le chef de l'État, ce n'est pas pour rien que le constituant a souhaité que chaque année, le chef de l'État aille devant l'Assemblée nationale pour faire un discours sur l'état de la nation. C'est parce qu'on sait qu'on a mis entre ses mains quelque chose d'important. Et on veut savoir, au plus tard, chaque 12 mois, est-ce que le truc qu'on a mis entre ses mains se porte toujours bien. Donc, dans cet environnement-là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes de nature à ne pas beaucoup parler, que vous n'allez pas parler. Autrement, il ne fallait pas être chef d'État. Donc, c'est vraiment sur cette question-là, à mon avis, je pense que le chef de l'État du Togo, en ne communiquant pas assez sur son action, en n'organisant pas des conférences de presse, le président Roch Marc Christian Kaboré, à l'occasion des 100 jours, a fait une conférence de presse à la présidence de la République. Et c'était intéressant parce que ça permettait aux citoyens d'avoir quelqu'un qui leur rendait compte. Donc ne pas le faire dans notre pays donnerait l'impression que le chef d'État ne veut rendre compte à personne et qu'il veut surgir dans 5 ans. D'ailleurs, dans nos pays, souvenez-vous, les élections ne sont pas forcément le meilleur moyen pour effectivement permettre au peuple d'exercer son droit. Beaucoup de Togolais estiment par exemple qui n'ont pas la conviction que lorsque les élections sont organisées, la personne qui est proclamée vainqueur a vraiment gagné. Donc, forcément, il faut au minimum qu'il y ait une redevabilité à intervalles réguliers. Alors, soumettre des présidents à une certaine dictature de l'opinion publique qui les surveillerait à la minute près, n'est-ce pas une façon un peu de paralyser l'action publique? L'action politique, les acteurs politiques. Je ne pense pas. C'est plutôt une opportunité. Parce qu'il faut être dans une... les présidents ont besoin de temps pour que les mesures qu'ils ont ensemencées poussent. Non, j'ai eu envie de dire que c'est des histoires. Vous savez, lorsque un candidat se présente à la présidentielle, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis, ils font tellement de promesses. Et donc forcément, dans ce processus, les médias, les citoyens, différentes institutions vont leur poser des questions sur l'échéance que couvrira chaque promesse. Et donc, si en amont, le chef de l'État a communiqué en disant, lorsque vous allez voter pour moi, d'ici 1 an, je ferai ceci. Par contre, une autre mesure me prendra plus de temps, ça me prendra 3 ans. Si la communication a été bien faite, alors je ne vois pas là où il y a un problème, justement, lorsqu'on sera en train de dérouler. Et je ne parlerai pas, moi, de dictature de l'opinion publique, puisque c'est cette opinion publique-là qui vous a donné le pouvoir. Il ne faut jamais l'oublier. Le pouvoir, à moins qu'on ne soit en Grande-Bretagne, et même là, on sait que le système politique n'est pas le système qui favorise la monarchie au sens plein du terme. Il y a une monarchie un peu qui est
de nature à faire l'honneur, mais la réalité du pouvoir est entre les mains du Premier ministre. Donc, Downing Street. C'est ça. Au Togo, par exemple, on sait que depuis 1990, à part les événements malheureux de 2005, où on a eu l'impression que le pouvoir a été hérité parce que le président Faure était fils biologique du président Yadema, normalement, c'est à travers un processus électoral compétitif. C'est-à-dire que chaque candidat a la possibilité de présenter son offre aux citoyens et c'est la meilleure offre qui doit l'emporter. Alors, la société civile, en se voulant un contre-pouvoir au pouvoir politique institué, ne risque-t-elle pas de, comme je le disais, devenir un anti-pouvoir en soumettant les présidents, les acteurs politiques au regard, se faire épier un peu au voyeurisme de l'opinion publique? Non, je crois avoir déjà répondu. La société civile, il faut le savoir, c'est un certain nombre de groupes organisés qui ne sont pas le pouvoir politique, qui ne sont pas le pouvoir économique, donc qui ne sont pas les entreprises, mais qui représentent un peu les citoyens, donc qui ont pour devoir de rappeler aux dirigeants et à toute force politique, économique, sociale, qu'ils sont vigilants. Et généralement, dans tous les pays, ou presque je dirais, le rôle de la société civile, il est multiple. Il consiste d'abord à sensibiliser les citoyens sur leurs droits et devoirs. Et ça, au Togo, nous le faisons. Il consiste aussi à faire ce qu'on appelle le plaidoyer auprès des autorités lorsque, effectivement, des mesures qui sont censées être mises en œuvre ne le sont pas. La société civile, enfin, intervient dans ce qu'on peut appeler le contrôle citoyen de l'action publique. C'est un peu dans ce cadre-là que nous sommes en train, effectivement, au Togo, d'en appeler à ce que tous nos compatriotes comprennent que le monde évolue. Nous sommes en 2016. Et donc, si par le passé, le chef de l'État avait pris l'engagement, par exemple, de faire les réformes, souvenez-vous qu'en 2009, le chef de l'État du Togo déclarait sur une radio « Je ferai les réformes avant la présidentielle de 2010 ». Nous sommes en 2016. 6 ans après, ce n'est pas fait. Un autre engagement qui a été pris. Alors, dans ce cas d'espèce, qu'est-ce que le baromètre aurait pu aider? Est-ce que le baromètre aurait pu aider à faire la réforme? Oui, le baromètre va simplement informer les citoyens que la personne qui est en train... Les citoyens le savent. Non. Et nous allons faire de la publicité autour. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, lorsque vous allumez la télé, vous allumez la TVT, vous allez voir des membres du gouvernement qui disent... TVT, la télévision togolaise. C'est ça, de la télévision officielle. Vous allez voir des membres du gouvernement venir dire, sur instruction personnelle du chef de l'État, nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Nous allons rendre votre vie merveilleuse. Ça, là, cette phrase, est-ce que ça correspond à quelque chose dans la réalité? Les membres du gouvernement auraient aimé qu'on réponde à chaque fois par oui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le chef de l'État, souvenez-vous par exemple, a inauguré la gare centrale de Lomé il y a bientôt 3 ans. Mais jusque-là, rien n'est fait. Donc, il s'agit pour les citoyens de montrer que dans tel domaine, le chef de l'État et son gouvernement, ils mènent des actions qu'ils saluent. Mais dans tel autre domaine, il n'y a aucune action qui est menée. Eh bien, écoutez, si quelqu'un pose un acte mauvais et que la personne accepte que toutes les caméras du monde viennent mettre en exergue cet acte-là, c'est la personne même qui est responsable. Donc, en définitive, nous allons organiser des conférences de presse, nous allons organiser des activités et nous allons produire des éléments d'information, des manuels d'information, des affiches qui mettent en exergue ce qui est bien fait et qui dénoncent ce qui doit l'être mais qui ne l'est pas. Pour finir, dernière question, André Kani-Afanou. Quel est votre agenda? Qu'est-ce qui va être fait au niveau du baromètre dans les prochaines semaines ou prochains mois? Alors, qu'est-ce que nous avons déjà fait? Nous avons, comme je l'ai dit, fait un tableau de comparaison du programme annoncé par le chef de l'État lors de la campagne avec ce qui a été validé à l'Assemblée nationale par le Premier ministre. Nous avons organisé des groupes de travail. Donc, nous avons identifié différentes thématiques sur lesquelles des recherches sont en train d'être faites. Nous avons des bénévoles qui sont recrutés pour ça. Nous avons essayé de demander des rendez-vous avec différents départements ministériels. À ce jour, je peux vous dire qu'il y a au moins 5 départements ministériels avec qui nous avons eu des séances de travail. Nous avons été reçus par le Premier ministre lui-même, que nous avons informé de cette initiative. Nous avons rencontré le leader de l'opposition. Donc forcément, au plus haut niveau, les gens savent qu'aujourd'hui, les citoyens sont organisés pour ça. Les prochaines étapes, c'est quoi? Si tout se passe bien, d'ici le mois de juin, notre premier rapport sortira, qui évaluera alors la mise en œuvre, 12 mois après l'élection du chef de l'État, des activités. Ensuite, des émissions vont être organisées justement à propos de cette évaluation-là, avec des émissions thématiques qui vont justement demander que des membres du gouvernement viennent et que la société civile arrive et que l'opposition arrive pour qu'au-delà de ce qui serait dans notre rapport, qu'il y ait un débat autour. Donc j'en appelle simplement à ce que
tous les citoyens qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent participer à cette initiative-là, parce qu'ils ont une expertise dans un domaine, qui puissent nous approcher et qu'ensemble, nous nous organisions mieux pour que le chef de l'État qui est en poste, conformément à ce qu'il a promis, puisse améliorer notre quotidien de 2015 à 2020. Merci André Kani-Afano d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé durant les 30 dernières minutes à ce numéro de décryptage où on est allé un peu explorer le baromètre togolais et d'autres présimètres dans les pays voisins. C'est donc la fin de ce numéro de décryptage. Merci à vous qui nous avez suivis au Bénin, au Burkina, au Sénégal et dans tous les autres pays que nous avons cités où il y a des baromètres. À très bientôt pour un nouveau numéro.